Hey, bonjour, bonjour à notre première revue économique de GFM. Donc, nous, on a pensé d'introduire une nouvelle formule pour vous aider à mieux comprendre soit les éléments qui se passent dans l'économie, puis en même temps, vous présenter des gestionnaires ou des partenaires avec qui on fait affaire et que vous retrouvez dans vos portefeuilles de placement. Et nous commençons aujourd'hui avec François Rancourt. François qui a pris la peine de se déplacer. On est ici à Val-d'Or. Merci François. Merci. François est vice-président chez Placement McKenzie. Ça fait déjà plus de 7 ans. Merci beaucoup de ta visite. Et on va avoir aussi en ligne avec nous directement de Toronto, M. Jules Boudreau, qui est économiste pour Placement McKenzie. On est bien content de commencer ça. Alors, vous allez voir chaque trimestre, vous allez avoir différentes capsules qui vont vous expliquer au niveau des éléments de l'économie, qu'est-ce qui se passe et à quoi on peut s'attendre, et également des présentations qui sont relatives à des stratégies d'investissement, soit que vous possédez ou qu'on peut avoir ou qu'on devrait avoir pour la construction de votre portefeuille de placement. François, j'aimerais ça te présenter, mais avant, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de McKenzie, Placement McKenzie. Oui, certainement. Premièrement, merci Daniel, merci à Gros Financier Massé GFM de nous inviter. C'est une première. On est vraiment honorés d'être les premiers à participer à votre capsule trimestrielle. McKenzie est un des plus importants gestionnaires de placement au Canada, donc gestionnaire de fonds mutuels, de fonds négociés en bourse, de plateformes privées, un gestionnaire d'actifs institutionnels également. McKenzie gère un peu plus de 200 milliards de dollars en actifs au Canada. Et puis, il fait partie du groupe financier Power. Le groupe financier Power gère aux alentours de 2200 milliards de dollars, donc un groupe financier très, très, très important. Et puis, on est là pour répondre à vos questions et pour vous faire découvrir quelques points sur l'environnement aujourd'hui, sur l'économie. Ça va être très intéressant. Alors, on va avoir Jules Boudreau qui va vous entretenir. Jules, c'est un économiste chez McKinsey, Placement McKinsey. Oui. Pourrais-tu nous présenter un peu Jules? C'est une personne qu'on entend, on voit, mais j'aimerais ça que tu nous présentes. Il a une fiche assez impressionnante. Effectivement, donc Jules Boudreau est économiste parfaitement bilingue, québécois de naissance, donc son français est impeccable. Jules a un parcours académique et professionnel, comme Daniel le disait, très impressionnant. Donc, Jules est gradué de l'Université McGill et de l'Université en Colombie-Britannique également, dans le domaine de l'économie, naturellement. Il a également enseigné l'économie à UBC en Colombie-Britannique. Il est titulaire du titre CFA, titre d'analyste financier. Et puis, il agit maintenant à titre d'économiste dans l'équipe de gestion multi-actifs de Placement McKenzie depuis un bon moment déjà. Merci, Jules. Super. Alors, M. Boudreau, Jules, bienvenue, puis merci de participer à cette première. L'économie, elle est assez... ça a bougé beaucoup, l'économie. On voit depuis le 1er janvier, on a des surprises. J'aimerais ça que vous nous en parliez, puis je vous passe la parole. Oui, super. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, François. Comme vous avez dit, là, les marchés ont été extrêmement volatiles dans le premier trimestre de 2022. C'est pas la première fois qu'on voit une telle volatilité. On est habitué dans les marchés. Mais ce qui a été particulier cette fois-ci, c'est qu'il y a eu de la volatilité et au niveau du marché des actions, mais aussi au niveau du marché des obligations. Donc, pour ceux qui ont des placements plus sécuritaires, normalement, on s'attend, ça devrait pas trop bouger. On est investi dans les obligations gouvernementales, mais même sur ce marché-là, à cause de la hausse des taux d'intérêt, là, on a eu de la volatilité de ce côté-là. Au niveau des marchés boursiers, là, il y a eu deux périodes au premier trimestre. On peut diviser le premier trimestre en deux périodes. La période avant l'invasion de l'Ukraine, la période post-invasion. Donc, janvier, début février, là, c'est avant l'invasion de l'Ukraine, c'était les actions américaines, surtout les actions de croissance, on entend parler beaucoup de ça, les actions technologiques, qui avaient sous-performé. Pourquoi? Parce que la Réserve fédérale américaine, en janvier, elle a annoncé qu'elle allait augmenter ses taux rapidement. Seul impact, quand il y a des taux qui augmentent rapidement, c'est plus négatif pour les actions technologiques, les actions en croissance. Mais cette dynamique-là s'est complètement renversée là, après l'invasion de l'Ukraine. Là, c'est plutôt les actions européennes, les actions des marchés émergents qui ont sous-performé davantage là, à cause des impacts de l'invasion, évidemment, sur la croissance de la région. On est très proche là, et de l'Asie et de l'Europe. Ce qui est intéressant, par contre, surtout pour les investisseurs, investisseuses au Canada, c'est que à travers tout ça, les actions canadiennes, elles, ont surperformé dans les deux périodes. Pourquoi? Premièrement, grâce à leur exposition aux produits de base, donc que ça soit l'or, le pétrole,
les métaux industriels. Et aussi, deuxièmement, parce que l'économie canadienne a très bien fait. Les actions canadiennes, elles ont enregistré un gain de 3,3 % au Q1 comparé à une perte d'environ 3,2 % pour les actions américaines. Ce que ça montre pour moi, cette expérience-là, c'est dans ces premiers mois de l'année, c'est que c'est vraiment important d'être diversifié géographiquement dans les marchés pour un investisseur parce que c'est impossible de savoir quel marché va surperformer avec certitude. On a été habitué dans les dernières années à ce que les actions américaines soient toujours une source parfaite de primes de risque, de rendement, mais on voit que c'est pas toujours le cas. Puis ici, les bonnes vieilles actions canadiennes ont massivement surperformé les actions américaines. Puis le problème avec ça, c'est qu'il y a plusieurs investisseurs qui sont concentrés dans ces actions américaines-là, surtout les actions technologiques dans les dernières années. Donc, c'est un bon rappel de revenir à la base, de rester diversifié, puis peut-être de se repositionner pour être plus diversifié, allant dans le futur en regardant vers Q2, Q3, Q4. Merci Gilles pour ces explications au niveau de l'évolution des marchés boursiers du premier trimestre. Il y a un autre élément qui concerne beaucoup et qui inquiète les gens, c'est l'inflation. Dernière nouvelle, l'inflation était 6,7 % au Canada. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette inflation-là perdure? Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est quoi les dangers qui viennent? Oui, très, très bonne question. Puis c'est vraiment la question de l'heure. Qu'est-ce qui va se passer avec l'inflation? Vous avez mentionné l'inflation au Canada, mais pour les investisseurs, investisseuses, ici, il y a 2 taux d'inflation qui sont importants. Premièrement, évidemment, l'inflation au Canada, parce que ça impacte notre pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on a dans nos poches? Mais deuxièmement, il y a aussi l'inflation aux États-Unis qui est importante parce que c'est elle qui, en ce moment, va faire bouger les marchés mondiaux. Pourquoi? Parce que la Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine, comme la Banque du Canada pour nous, mais aux États-Unis, elle réagit à l'inflation, puis les marchés, eux, réagissent à la Banque centrale. Donc, c'est important de regarder ces 2 taux d'inflation-là, au Canada, aux États-Unis. Donc, je vais commencer par les États-Unis très rapidement. Comme vous pouvez voir sur le graphique ici, l'inflation aux États-Unis en mars, elle a grimpé à 8,5 % année sur année. On s'attend toujours à un ralentissement de l'inflation dans la deuxième moitié de 2022 aux États-Unis pour finir l'année le plus autour de 4 %. Ça reste bien au-dessus de la cible de 2 %, mais quand même plus bas qu'aujourd'hui. Là, ce que je vais dire, ça peut paraître peut-être paradoxal avec l'inflation qui a augmenté de 7,9 % à 8,5 %. Comment c'est possible qu'on puisse dire que ça commence à ralentir? Mais les plus récents chiffres d'inflation américaine, en fait, c'est les premiers depuis plusieurs mois qui laissent croire un début de ralentissement de l'inflation, malgré cette hausse-là de l'inflation. Pourquoi? Parce que la hausse de l'inflation était principalement due à un choc d'une fois, l'invasion de l'Ukraine, l'impact sur les prix de l'énergie, surtout les prix de l'essence. Mais si on regarde plutôt l'inflation de base, donc l'inflation qui enlève les composantes qui sont plus temporaires, plus volatiles, il y a eu un ralentissement de cette inflation-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que plusieurs des sources initiales de l'inflation qui ont lancé l'inflation l'an dernier ont été plus froides que prévu en mars. Ces sources-là ont été moins fortes. Donc, on se rappelle qu'est-ce qui a commencé l'inflation l'an dernier? Le transport, les véhicules, surtout les véhicules usagés, le logement, donc les loyers, les mêmes phénomènes qui ont commencé l'inflation au Canada. Puis, je mets pas encore beaucoup de poids sur ce ralentissement-là, parce que c'est seulement un mois, mais si on avait un autre mois de ralentissement de l'inflation de base aux États-Unis, là, je prendrais ça comme un signe que peut-être que l'inflation a atteint un plateau. Donc, on s'attend à un ralentissement dans la deuxième moitié, mais on s'attend pas à une chute à 0 % d'inflation. Les prix vont continuer à monter. Puis malheureusement, l'inflation au Canada, elle, va probablement être un peu plus persistante. Autant on a vu un ralentissement de l'inflation de base aux États-Unis en mars, autant les derniers chiffres d'inflation au Canada ne laissaient aucune place à l'imagination. Les augmentations de prix étaient répandues à travers l'économie. C'était pas seulement à cause du choc du prix du pétrole, évidemment ça c'est une des parties, mais le secteur des biens dans lequel il y a eu de la déflation aux États-Unis, au Canada, on a vu une grande augmentation des prix. Pourquoi l'inflation, on pense qu'elle va continuer à être un peu plus persistante au Canada dans les prochains mois? C'est simple, parce que l'économie canadienne est extrêmement forte en ce moment et le marché de l'emploi est plus solide encore qu'aux États-Unis. Puis, vous, dans la région de Val-d'Or, vous le savez encore mieux probablement que le reste du Canada, à quel point les pénuries d'emploi peuvent mener à des hausses de salaire. Ces hausses de salaire-là, ces pressions-là du marché de l'emploi, ça peut contribuer à l'inflation. Donc, ralentissement léger aux États-Unis, puis un peu plus lent comme ralentissement au Canada. Merci Jules pour justement ces informations à propos de l'inflation. Il y a une autre
source d'inquiétude qu'on entend parler, c'est la récession. Est-ce qu'on est susceptible d'avoir une récession à court terme? Oui, merci Daniel. Certainement, c'est toujours un risque. Le risque a augmenté un petit peu dans les premiers mois de 2022. On a eu plusieurs chocs négatifs pour l'économie, la croissance mondiale. Par contre, on voit encore ça comme une probabilité distante, là. Surtout dans la prochaine année. On voit pas une récession à l'horizon. Premièrement, j'aimerais ça qu'on se rappelle que l'année a commencé en janvier là, avec une bonne nouvelle pour la croissance. Le variant Omicron, ça paraît loin derrière nous, mais on était en confinement total, autant ici, autant en Europe, il y a moins de 3 mois. Nos mémoires repassent rapidement là, au prochain événement, mais le variant Omicron s'est retiré dans la plupart des pays et s'est avéré beaucoup moins mortel là, que les variants précédents. Donc, ça, c'est un plus pour la croissance mondiale, puis ça éloigne le risque d'une récession. Par contre, comme j'ai dit, là, ça a vite laissé place à des nouvelles plus négatives. Première mauvaise surprise, l'inflation, elle, a accéléré et ça force les banques centrales à augmenter leurs taux pour ralentir l'économie. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est la malheureuse invasion de l'Ukraine en fin février qui a fait un choc, là, puis ça s'est répercuté principalement pour nous sur les prix du produit de base. Ça a empiré l'inflation, puis ça va être clairement un facteur négatif pour les perspectives en Europe. Ici, pas trop, mais en Europe, certainement. Puis, troisième mauvaise nouvelle, là, c'est les confinements en Chine. Donc, clairement, je le cache pas, il y a des sources d'inquiétude pour la croissance. Et qui dit crainte pour la croissance, dit crainte pour la performance des marchés mondiaux. Par contre, même s'il y a des craintes, si on ignore un peu tout ce bruit-là, les conditions économiques mondiales, elles, quand on regarde les données, elles se sont pas détériorées significativement. Aux États-Unis, les derniers chiffres de production industrielle, d'emploi, de vente au détail ont été solides. Le dernier chiffre de PIB a été moins impressionnant, mais si on regarde là, en dessous de la surface, c'est très solide au terme de l'économie domestique, là, une consommation puis un investissement très élevé. Les données canadiennes, elles, ont été encore plus solides, là, autant au niveau de la production qu'au niveau de l'emploi. Donc, on s'attend toujours là, à 4%, peut-être même plus au Canada pour la croissance du PIB et 3%, 3,5% aux États-Unis en 2022. Ça, c'est deux chiffres qui sont au-dessus de la moyenne historique. Donc, quand on parle de quelque chose qui est au-dessus de la moyenne historique, vous allez vous douter qu'on est loin d'une récession. Une récession, c'est quand le PIB diminue. Puis là, on parle d'une croissance de 3 à 4%. L'Europe, c'est un peu plus problématique. On va avoir un ralentissement de la croissance, mais on devrait quand même éviter la récession. Ici, à l'écran, là, je vous ai mis mes indicateurs préférés d'entre tous les indicateurs économiques. Ce sont les PMI, donc les indices des directeurs d'achat. C'est des indicateurs qui mesurent les anticipations de dépenses des entreprises à travers la planète. Et elles donnent une bonne indication du momentum de croissance pour les 3 à 6 prochains mois. Ça, c'est dur à voir ici, mais la ligne bleu foncé dans le petit cercle pointillé dans le graphique, c'est le PMI pour l'Europe. Donc, avec l'invasion de l'Ukraine, on s'y attendait. Le momentum de la croissance en Europe s'est empiré, mais pas si pire que ça. On est encore bien au-dessus de la ligne magique du 50. Quand on est en dessous de cette ligne-là, ça signale une contraction. Donc, encore très solide. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est le Canada et surtout les États-Unis où les indices PMI ont augmenté en mars. Ça, c'est une bonne indication que la guerre en Ukraine et tout ce qui est venu avec, mais ça n'a pas trop impacté la confiance des entreprises. Donc oui, on s'attend à un léger ralentissement en Europe, mais au Canada, aux États-Unis, on est encore loin d'une récession. Merci, Jules, pour justement les commentaires à propos de la récession. Je pense qu'on a des bonnes nouvelles. En tout cas, les gens peuvent s'en réjouir. Les taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt a un impact assez important parce que ça fait quand même je te dirais depuis les années 80 où essentiellement les taux d'intérêt sont en baisse. Et là, on assiste à une augmentation des taux. Et là, on voit des obligations qui traditionnellement, c'est un placement qu'on appelle sécuritaire, qui affichent des rendements négatifs on est rendu presque dans la cour des actions. Donc, les gens ne sont pas habitués à ça. À quoi qu'on peut s'attendre, puis qu'est-ce qui explique ça? Oui, très bonne question, Daniel. Je dirais premièrement que évidemment, on peut pas prévoir avec certitude ce qui va se passer avec les taux. Mais on attend plusieurs années comment c'est difficile d'être un investisseur, une investisseuse en revenus fixes, donc en obligations, parce que les taux, donc les rendements sur les obligations, sont trop bas. Ben là, maintenant, les taux, ils sont plus élevés. Donc, c'est probablement pas le moment pour se désinvestir quand enfin on a des bons rendements. Ce
Ce qu'il faut comprendre aussi avec la dynamique d'une obligation, quand le prix de l'obligation diminue, comme on l'a vu aujourd'hui, ben, le rendement futur augmente. C'est mathématique. Donc, si le prix de ton obligation diminue, le rendement futur de ton obligation augmente. Donc, pour un investisseur, une investisseuse à long terme qui prévoit utiliser ses investissements, par exemple, pour prendre sa retraite, ben, c'est pas un gros risque parce que oui, le prix diminue, mais à long terme, on a un rendement plus élevé. Donc, faut vraiment le regarder comme ça, là, à long terme, au lieu de regarder à tous les jours le prix de nos fonds. Deuxième chose que je dirais, c'est que il y a déjà plusieurs hausses de taux là, de la Réserve fédérale et de la Banque du Canada qui sont reflétées dans le prix des obligations. Donc, faut pas se dire, je sais que la Banque du Canada va augmenter ses taux encore, donc il faut que je vende mes obligations. Parce que ça, c'est déjà reflété dans le prix des obligations. Les marchés, ils regardent vers le futur. Puis au Canada, les marchés s'attendent déjà à 10 hausses de taux au total de 0,25% en 2022. Là, j'ai préparé un graphique ici. Là, vous voyez que les marchés s'attendent à ce que les taux de la Fed aux États-Unis passent de 0,5% au premier trimestre là, à plus de 3% au début 2023. Donc, pour avoir un choc encore plus négatif sur le prix des obligations, il faudrait encore plus de hausses de taux que ça. Il faudrait encore plus que les 10 hausses de taux qui sont déjà pricées par les marchés. Puis, vous allez savoir que c'est une barre qui est très haute à dépasser parce que c'est déjà des hausses records qui sont prévues. Donc, il faut vraiment penser à ces deux choses-là. Premièrement, le prix des obligations reflète le rendement futur, la performance future de mon obligation. Puis, deuxièmement, il y a déjà beaucoup de hausses de taux qui sont pricées dans le prix des obligations. Puis, on est mieux d'essayer de ne pas timer encore moins là, nos fonds d'obligations, ni nos fonds d'action, mais encore moins nos obligations. Tu nous as parlé des taux obligataires, puis l'augmentation, puis le pricing des obligations. Mais il y a un autre élément aussi, c'est dans quelle mesure ça a affecté le dollar américain. Le dollar américain est monté. Est-ce qu'on peut s'attendre qu'il reste comme ça? Est-ce qu'on peut s'attendre qu'il descende? C'est quoi les impacts, les enjeux qu'il va avoir relatifs à ça? Oui, super bonne question, Daniel. Évidemment, ça intéresse toujours les Canadiens et Canadiennes. Premièrement parce que ils vont peut-être vouloir aller en vacances, mais aussi parce que ça a un impact sur la performance des fonds, la performance des investissements. Au premier trimestre, le prix du pétrole a augmenté d'environ 35%. Normalement, dans un environnement comme ça, le dollar canadien devrait prendre de la valeur par rapport au dollar US parce qu'on est des producteurs de pétrole. Mais le CAD, le dollar canadien, a seulement augmenté de 1% au Q1 comparé à cette augmentation-là, cette explosion-là du prix du pétrole. Puis même que dans les premières semaines de Q2, là, il est en baisse. Pourquoi cette faiblesse-là? Ben, première raison, c'est que les chutes de marché et l'incertitude économique, c'est négatif là, en général pour le dollar canadien. Donc, dès que les marchés vont commencer à se stabiliser, on s'attend à ce que le dollar canadien converge à la hausse vers sa valeur juste qui est liée au différentiel de taux d'intérêt et au prix des produits de base, incluant le pétrole. La deuxième raison, c'est que malgré le prix des produits de base qui explose, on ne voit pas d'investissement dans les entreprises d'extraction canadienne. Puis normalement, ça supporte le dollar. S'il y a des investisseurs internationaux qui disent « Bon, mais moi, je vais ouvrir une mine ou moi, je vais ouvrir un puits de pétrole », ça fait un influx de dollars canadiens, puis ça augmente la valeur du dollar. Mais il y a des signes que ça commence à changer, là, qu'on va voir des investissements. Récemment, le gouvernement fédéral a approuvé le projet Baie du Nord à Terre-Neuve, qui est le premier méga projet d'extraction pétrolière au Canada depuis plus de 10 ans, là, je crois. Ça, c'est un signe positif que l'investissement dans le secteur des produits de base va probablement se résumer dans les prochaines années. Puis ça aussi, ça contribuerait à faire hausser le dollar canadien. Donc, nous, on s'attend à une légère appréciation du dollar canadien, donc une dépréciation du dollar américain dans un horizon de 6 mois à 1 an. Ça veut dire que les investissements étrangers en valeur risquent d'être affectés par l'augmentation du dollar canadien par rapport à ça. Est-ce que les investissements dans les pays européens et asiatiques vont affecter de la même façon que les investissements aux États-Unis, par exemple? Oui, bonne question. Nous, on s'attend à une appréciation du dollar canadien contre la majorité des devises. Pas seulement le dollar américain, mais aussi l'euro, aussi le yen japonais, qui sont les deux autres devises là, auxquelles les investisseurs canadiens ont le plus d'exposition. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous d'être investis dans des fonds qui font de la gestion active des devises.
Donc, on veut pas tout le temps avoir la même proportion de devises qu'on a dans nos investissements. Donc, j'explique. Si notre portefeuille a 40% d'actions américaines, ben, ça veut pas dire qu'on est obligé d'avoir 40% d'exposition au dollar américain. On peut utiliser des outils pour diminuer cette proportion-là de dollars américains. Donc, réussir à investir en actions américaines sans avoir trop d'exposition au dollar américain qui va probablement diminuer un petit peu par rapport au dollar canadien là, dans un horizon, comme j'ai dit, de 6 mois à 1 an. Donc, ça montre comment c'est important d'avoir des fonds qui sont sophistiqués et qui sont capables de faire cette sorte d'optimisation-là. Merci. Il y a un autre élément que nous, en Abitibi-Témiscamingue, on est très concernés. On est une région de ressources naturelles et l'or, le prix de l'or, c'est omniprésent. Le prix de l'or se transige maintenant dans les alentours de 1900 $ US. Il n'y a pas tellement longtemps, en été 2018, il était dans les alentours de 1200 $. Alors, est-ce que le prix de l'or va se maintenir ou y a-t-il des perspectives, soit positives ou négatives? Comment vous voyez ça? Oui, super bonne question. Nous, on s'attend à une légère diminution du prix de l'or dans un horizon de 6 mois. Le prix de l'or a vraiment fait du surplace là, depuis environ 6-8 mois avant les événements en Ukraine qu'on a vus il y a 1 ou 2 mois. Donc, le prix de l'or a augmenté significativement dans les premiers mois de 2022 avec justement l'escalade des tensions géopolitiques. On a vu la plus grande hausse là, dans les quelques jours entourant l'invasion de l'Ukraine, puis les prix sont redescendus un peu depuis, mais sont toujours là, au-dessus de leur niveau du début de l'année. Nous, on s'attend à une convergence légère là, vers ces prix-là du début de l'année. 2 raisons. Premièrement, les tensions géopolitiques, on s'attend à ce que ça se limite un petit peu. Donc, la guerre en Ukraine va soit se stabiliser, malheureusement, ou on espère se régler. Dans les 2 cas, ça serait bearish pour le prix de l'or. Un autre élément aussi, c'est que les Russes ont une grande partie de leurs réserves en or. Donc, nous, les réserves de la Banque du Canada, les réserves du Canada, on les a en dollars US, on les a en yens, puis on utilise ça pour stabiliser notre économie. Mais en Russie, ils ont décidé de diminuer cette exposition-là en yens, en dollars US, puis le remplacer par dollars. Donc, c'est possible que la Russie, si la guerre continue, doive utiliser ces ressources d'or-là, les vendre pour aller chercher des capitaux pour financer leur effort de guerre. Ça, ces ventes-là, ben, ça ferait une pression à la baisse sur le prix de l'or. Donc, c'est une autre raison pourquoi on s'attend à une légère diminution du prix de l'or qui, par rapport aux fondamentaux aussi, là, est un peu survalorisé. Évidemment, il n'y a pas de surprise pourquoi. C'est parce qu'on est dans cette situation géopolitique-là difficile. Par contre, ça, c'est vraiment là, dans un horizon de 6 mois, 1 an. Sur un horizon plus long, on est neutre en termes de positionnement de l'or, de nos vues sur le prix de l'or. Mais c'est vraiment là, à court terme qu'il va y avoir des pressions plus à la baisse. En résumé, c'était super intéressant et très instructif. Mais ce qui est important, je pense, de retenir, et tu me corrigeras si c'est pas le cas, c'est d'avoir une bonne diversification dans nos portefeuilles parce que on l'a vu, les actions canadiennes ont performé, puis c'est important d'en avoir. Puis il y a des gens qui, des dernières années, ont oublié que ça existait ou qui avaient délaissé parce que les actions américaines avaient longtemps surperformé. Et je pense que c'est important cet élément-là. L'aspect d'obligation aussi, ce que je comprends, c'est qu'il faut quand même être patient parce qu'aujourd'hui, la valeur ou le rendement qu'on a sur la valeur de nos obligations actuelles est à un rendement supérieur à ce qui était l'année passée dû à une baisse des taux d'or. La baisse actuelle, c'est une baisse de valeur, mais le rendement qu'on va obtenir est supérieur. Et je pense que c'est important, plus que jamais, d'avoir une bonne diversification. Puis, dans un contexte où il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles, c'est de conserver notre stratégie d'investissement qu'on avait établie. Tant ce temps que nos objectifs ne changent pas, je pense que c'est important d'avoir une bonne diversification, puis de conserver notre stratégie, puis garder le cap. Je ne sais pas ce que tu en penses. On est exactement sur la même longueur d'onde. On dirait qu'on s'est parlé à l'avance. On a vraiment là, une vue similaire de l'investissement. Puis je dirais que tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, là, ça supporte cette idée-là de rester diversifié puis rester investi dans les marchés parce qu'à long terme, on sait que c'est un plan qui gagne. Ben, c'est parfait. Et, écoute, je te remercie infiniment à cette première revue économique. On est très heureux et très fiers de pouvoir l'avoir faite avec toi. On a cassé la glace avec toi, puis c'était très instructif.
On te remercie infiniment, puis on va sûrement se revoir incessamment, peut-être dans une autre revue bientôt. Merci. Oui, super. Peut-être en personne, qui sait. Exact, ça serait bien. Merci. Écoute, on a eu une très belle entrevue tantôt avec Jules, c'était super intéressant. On avait introduit dans nos portefeuilles un fonds, c'est un fonds qui s'appelle le Fonds environnemental mondial de Greenchip. C'est un fonds qui est géré par deux personnes, un monsieur qui s'appelle John Cook et Gregory Payne. Ce fonds-là existe depuis 2018 chez McKinsey. En fait, il existait avant. Ces gens-là géraient un fonds, ils avaient parti ça de mémoire en 2007 et à peu près au pire moment tu pouvais le faire en 2007. Et il avait très bien fait dans la période de baisse, ça a été surprenant. Et en 2018, McKinsey, vous avez acquis Greenchip et cette compagnie-là, vous avez fait un peu la continuité de ça. C'est un fonds que je trouve intéressant, mais j'aimerais ça, François, que tu nous en parles davantage. Bon, mais l'environnement, c'est quoi? De quoi qu'on entend parler? Puis aussi, bien, quel genre d'entreprise qu'on retrouve dans ce genre dans ces portefeuilles-là? Oui, certainement, certainement. Premièrement, l'environnement est une thématique dont on entend parler beaucoup depuis les dernières années, particulièrement dans les derniers mois. Mais ça représente une opportunité économique incroyable. Donc, on est au-delà des valeurs, on est vraiment dans l'opportunité, dans l'investissement. Donc, ce que vous voyez devant vous, c'est une photo qui a été prise de la NASA. Et puis, vous voyez naturellement, vous avez vu plein d'exemples de cette photo-là, où on voit les villes, les zones urbaines, les zones industrielles un peu partout sur le globe terrestre. Et puis, ce qui est impressionnant de cette diapositive-là, puis on y pense très peu souvent dans cette perspective-là, c'est que le projet d'infrastructure qu'on voit à l'écran, Daniel, c'est un des plus grands projets d'infrastructure de l'humanité. Ça a pris 150 ans à bâtir ce qu'on voit à l'écran, les lumières. Et puis, lorsqu'on parle d'une transition énergétique, d'un changement de la façon dont on va produire l'énergie, et puis l'Ukraine en est un très bon exemple actuellement dans les médias, pensez à l'amplitude du projet qui est devant nous lorsqu'on doit parler de cette transition énergétique-là. La raison pour laquelle on choisit de parler de ça aujourd'hui, entre autres, je pense que c'est parce que, un, c'est porteur d'avenir, c'est positif. Puis, deuxièmement, c'est une opportunité qui va durer plusieurs décennies, à notre avis. Un point intéressant sur la map, on voit en dessous des prairies, on voit le Dakota du Nord. Donc, lorsque vous regardez l'Amérique du Nord, vous voyez en bas des prairies, vous avez des petites lumières dans cette section-là. Ce ne sont pas des villes ni des usines. Ce que vous voyez là, c'est des puits de méthane qui brûlent. Donc, dans cette transition énergétique-là, dans les dernières années, vous avez entendu parler de fractionnement, de fracking en bon anglais, qui permet d'aller chercher du pétrole dans le sol. Donc, pour ceux qui n'êtes pas familiers avec le processus, avant d'aller chercher le pétrole dans le sol, on fait fractionner la roche, on fait brûler le méthane pour accéder au pétrole qui est en dessous. Et puis, dans ce cas-ci, bien, ces lumières-là qu'on voit de l'espace, ça vous donne une idée de l'amplitude de cette brûlure de méthane-là. Et puis, lorsque c'est bien brûlé par les producteurs de fractionnement, les producteurs de pétrole, on parle, ces puits-là génèrent 1% du CO2 qui est généré par l'activité humaine partout dans le monde. Donc, c'est vraiment immense. Ça, c'est quand c'est bien brûlé. Donc, lorsque c'est pas bien brûlé, vous pouvez vous imaginer que c'est encore plus élevé que ça. Fait que c'est un des points. C'est un exemple, un des nombreux exemples de la transition énergétique, sans parler des voitures électriques et puis de l'impact que ça va avoir sur la grille électrique et l'activité humaine. Donc, on part tranquillement pas vite, on s'en va allègrement vers l'énergie renouvelable plutôt que l'énergie fossile qu'on brûle. Et ça, comment on va en profiter? Le prix du pétrole a monté en flèche beaucoup. Est-ce que c'est la même chose au niveau de l'énergie renouvelable? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne paierait pas trop cher? Oui, bien, c'est un très bon point. En fait, ça va au-delà de l'énergie renouvelable, parce que lorsqu'on parle de transition énergétique, on pense au solaire, à l'éolien, mais à partir du moment où on connecte des millions de voitures électriques qui se rechargent à la maison ou au bureau, en même temps, la consommation d'électricité va augmenter. Donc, ce n'est pas que de l'énergie renouvelable, il faut produire plus d'électricité, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on commence par montrer la grille électrique mondiale pour parler de l'amplitude du changement qui s'en vient devant nous. C'est beaucoup plus grand que de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne. Et puis, l'histoire est beaucoup plus importante que la voiture électrique, simplement. Maintenant, pour donner une idée, qu'est-ce que c'est le secteur de l'environnement? On se demande souvent, on parle de l'éolien et puis du solaire, mais vous voyez encore une fois à l'écran un exemple des secteurs d'activité qu'on peut retrouver. Donc, naturellement, on parle d'énergie propre,
On parle d'énergie efficiente, on parle d'efficacité énergie, le gaspillage qu'on fait de l'énergie, on parle de technologie propre, on parle d'agriculture durable, on parle de la gestion de l'eau. Et puis la section transport, la dernière section en jaune, est probablement la section la plus importante, qui est la voiture électrique, et puis les ramifications que ça va avoir dans l'économie. Et puis on parle d'un univers de placement qui est quand même assez diversifié. Donc dans ces 6 créneaux d'activité-là qu'on voit, on a environ 800 compagnies. Puis dans ces 800 compagnies-là, ça représente 13 000 milliards de dollars en capitalisation boursière. Donc c'est un secteur qui est immense. On a un très, très, très gros terrain de jeu dans lequel on peut jouer, dans lequel on peut acquérir des compagnies en portefeuille. Et ces sociétés-là sont où? Est-ce qu'elles sont au Canada? Est-ce qu'elles sont aux États-Unis? Est-ce qu'on les retrouve principalement? Oui, certainement. Donc, c'est une très, très bonne question. On peut voir à l'écran un exemple de où ces compagnies-là se retrouvent en portefeuille chez McKinsey, dans l'équipe de Greenchip. Donc, on retrouve beaucoup d'opportunités en Europe, en Asie, aux États-Unis et au Canada. Vous pouvez voir qu'on est assez diversifié, mais la majorité des gros joueurs dans l'énergie renouvelable se retrouvent en Europe et en Asie actuellement. Ouais. On voit son temps en avant sur nous par rapport à cette problématique-là ou cette thématique-là, effectivement. Absolument. Et tout à l'heure, on disait, mais au niveau du prix du pétrole, on voit que c'est cher, le prix du pétrole a monté beaucoup, mais là, en ce qui concerne les entreprises qui sont dans le domaine de l'environnement, est-ce qu'on n'aurait pas l'impression qu'on va payer cher aussi pour ça en même temps? Et c'est-tu le bon temps pour acheter? J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu pour... Oui, très, très bonne question, Daniel, parce que le secteur de l'environnement a vu des rendements spectaculaires dans les dernières années. On s'entend, ça a été vraiment, vraiment rentable. Puis le premier réflexe qu'on a, c'est de penser, les compagnies sont vendues trop cher. J'ai eu une belle montée, des beaux rendements derrière moi. Mais si vous voyez encore une fois à l'écran, on peut voir dans mon tableau, il y a une ligne qui s'appelle CB prévisionnel. Ce que ça veut dire, ça, c'est quel est le multiple des profits que je dois payer pour acheter une compagnie. Donc, dans l'indice monde actuellement, au 31 mars 2022, la bourse mondiale se transige à 16 fois les profits. Donc, dans le fonds de Greenchip ou dans les compagnies environnementales qu'on détient, on est à 10 fois les profits, donc 6 multiples de moins. Donc, on parle de compagnies qui sont vraiment à rabais. C'est une opportunité très, très, très intéressante actuellement, surtout considérant la croissance potentielle dans le secteur. Ça veut dire que pour chaque dollar de profit, je paye 60 moins cher l'action que dans le marché mondial. Exactement. Ça veut dire qu'il y a quand même des bonnes perspectives encore, même si aujourd'hui, même après avoir une montée, malgré le prix du pétrole, il y a quand même des bonnes perspectives pour... Le gestionnaire, comment il gère? Est-ce que c'est un gestionnaire qui est axé sur la croissance ou c'est des gestionnaires qui sont axés sur la valeur? Parce que je vois qu'avec un multiple de 10 comme ça, c'est des gens qui ont tendance à probablement acheter des actions un peu plus cheap là, sur le marché. Comment ils gèrent ces gestionnaires-là, les John et... Oui, bonne question. Greenchip est un gestionnaire, à prime abord, un gestionnaire valeur, qui est à la recherche d'aubaines, de rabais dans le marché. Mais particulièrement maintenant, c'est un secteur environnemental, le secteur de la transition énergétique, auquel on faisait allusion plus tôt, est un secteur qui est porteur d'énormément de croissance, d'énormément de potentiel. Donc actuellement, Greenchip est un gestionnaire valeur à prime abord, mais qui détient des compagnies qui ont un très gros potentiel de croissance. OK. Fait un peu le meilleur des deux mondes qui peut nous attendre au cours des prochaines années. J'aimerais croire que oui. J'aimerais croire que oui. D'accord. Le potentiel du secteur de toutes les thématiques d'environnement, on a vu tantôt que c'était pas juste au niveau de l'énergie, vous avez touché à beaucoup d'éléments là-dedans. Le potentiel de ça, on en parle de plus en plus de l'environnement, mais comment justement une compagnie comme Greenchip va pouvoir tirer profit de ça dans les poches de l'investisseur? Oui, absolument. Comment ça va se traduire dans les poches de l'investisseur? Absolument. Premièrement, on a mis à l'écran pour vous quelques pastilles. Vous voyez des pastilles d'activité et puis en dessous, vous voyez des noms de compagnies. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est le portefeuille de Greenchip. C'est les compagnies que nous avons en portefeuille au 28 février 2022. Et puis, vous pouvez voir qu'on a une pastille d'activité solaire en haut à gauche. On a une pastille de stockage de batteries. Je vais vous donner quelques exemples de noms. Par exemple, en énergie solaire, un des plus gros producteurs et un des producteurs les moins chers de panneaux solaires est une compagnie canadienne qui s'appelle Canadian Solar. Et puis, énormément de potentiel dans le contexte de l'énergie renouvelable. On parlait tout à l'heure de la voiture électrique. Donc, vous pouvez voir un petit peu plus au milieu de l'écran à droite. Vous voyez qu'on a Panasonic dans le stockage d'énergie. Panasonic est un grand producteur de batteries. Et puis, des batteries qui se retrouvent dans les voitures électriques comme la Tesla, par exemple. Donc, on n'achète pas simplement, lorsqu'on parle de voitures électriques, il y a des ramifications industrielles
en dessous de la thématique de la voiture qui sont très importantes. Et puis pour les investisseurs, bien, ils sont en mesure d'acheter des fournisseurs, des compagnies de voitures électriques à un prix qui est vraiment plus bas. On parlait de diversification à l'intérieur des thématiques environnementales, mais pour quelqu'un qui a un portefeuille de placement bien diversifié, en quoi ce placement-là va amener la diversification additionnelle et comment ils vont le faire? C'est quoi la différence qu'on va trouver on va-tu avoir les mêmes choses que ce qu'on a déjà? Oui, très bonne question. En fait, la raison pour laquelle un portefeuille comme celui-ci a un pouvoir très diversifiant, c'est que vous allez remarquer, si je reviens à la diapositive numéro 2 qu'on regardait tout à l'heure, les 6 secteurs d'activité, on ne retrouve pas de finances, on ne retrouve pas de technologie de consommation et on ne retrouve pas de soins de santé dans notre portefeuille d'environnement. Et puis, c'est 3 des secteurs les plus importants dans le marché américain. Si on regarde maintenant le marché canadien, l'indice phare du Canada, qui est le S&P TSX, est composé principalement des finances, du secteur pétrolier et du secteur des ressources naturelles. Et puis là, dans ça ici, on a des secteurs qui ne sont absolument pas représentés au Canada, donc qui sont très diversifiants. Et puis maintenant, si je reviens à la diapositive numéro 4 qu'on regardait tout à l'heure, on faisait allusion au prix des compagnies qui sont beaucoup moins chères que le marché. Donc, en achetant des compagnies qui sont plus à rabais que les indices boursiers en général, on diversifie un peu le prix des compagnies en portefeuille aussi. Fait que ce fonds-là, ce que je comprends, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un énorme potentiel. L'environnement, on sait, on en parle, ça fait plusieurs années, mais je pense qu'il y a une conscience mondiale qui a été faite et on voit là, qu'il y a un chiffre qui a été un chiffre dans le sens on est allé à un autre niveau d'accélération. Ça s'accélère au niveau des investissements dans ce domaine-là. Oui. On a une diversification au niveau de la thématique, aller chercher des compagnies, des entreprises dans des secteurs qui sont carrément différents de ce qu'on retrouve et complémentaires, puis je trouve ça assez intéressant. Mais aussi, ce que je vois, c'est que c'est un style de gestion qui est différent de ce qui a bien fonctionné. Si on regarde au niveau du marché américain, c'était très axé sur la techno, la croissance. Et là, on voit que les gestionnaires de type valeur ont beaucoup souffert. Mais ce n'est pas le cas de votre fonds. Votre fonds a vraiment très bien performé dans les dernières années. Et je fais un exemple un peu comme s'il y avait une course avec un bateau à voile, Green Ship, et des bateaux à moteur, mais avec un vent de face. J'étais surpris de voir la performance de ce fonds-là avec un vent de face à arriver premier, donc dans les premiers quartiles, dans les meilleurs gestionnaires. Et j'ai dit, waouh, c'est vraiment impressionnant. Alors, on a dit, dans un contexte où c'est moins favorable au style croissance, ce fonds-là devrait être appelé à performer encore davantage et se démarquer. Absolument, absolument. Puis on faisait allusion tout à l'heure à Panasonic, qui est un manufacturier de batteries. On peut mettre un exemple de batterie. On peut regarder le marché des batteries, qui est quand même un secteur de croissance actuellement, pas juste dans le contexte des voitures électriques, mais dans le contexte de tout ce qu'on consomme à tous les jours. Effectivement. Puis, si on regarde la demande pour les véhicules électriques qui est projetée, qui devrait augmenter, selon nous, là, énormément dans les prochaines années, regardez le prix des batteries qui a été réduit d'environ 89% entre 2010 et 2019. Donc, on parle d'une réduction du prix des batteries énorme, puis ça rend, dans le temps, ça devrait aider à diminuer le prix des voitures électriques qui va permettre l'adoption des voitures électriques de façon plus large, de façon plus généralisée dans la population. Puis à ce moment-là, on parle d'un potentiel de rendement pour les compagnies en portefeuille qui est assez exceptionnel. Définitivement, c'est intéressant. Et quand tu parles de batterie électrique, il y a des composantes là-dedans qui sont des matériaux, comme je pense entre autres, souvent on parle du nickel, ou on parle du lithium, ces choses-là. Et je ne sais pas si tu le savais, François, mais c'est des matières qu'on a dans le sous-sol de notre Abitibi. On a ça, ces matières-là également. Fait que, si je comprends bien, c'est des endroits, c'est un élément qui est porteur d'avenir pour notre région également. Absolument. Puis je vais mettre, en fait, pour prouver un peu le point que tu amènes, dans toute cette transition énergétique-là, je mets une autre diapositive, la diapositive numéro 7 à l'écran, qui montre un petit peu l'indice des commodités, l'indice des produits de base sur 3 ans jusqu'à maintenant. Et puis, vous voyez que la ligne bleue a augmenté énormément. Donc, on voit que les commodités ont augmenté, mais une partie de ça vient de la transition énergétique qu'on est en train de vivre. Puis on a mis un peu à droite sur l'écran quelques exemples de compagnies qui traitent les matières naturelles qui sont nécessaires dans les batteries, notamment
dans les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont composés de silicone. Les ailes d'une éolienne sont composées de carbone et de microfibres. Oui. Et puis, dans une batterie, tu fais allusion au nickel et au lithium, qui sont également des ressources naturelles, qui sont importantes dans le contexte de la transition énergétique qui est devant nous. Okay. Tu parlais dans ce fonds-là, il y a une partie qui est l'agriculture durable. Tu sais, l'agriculture durable, c'est quel genre de compagnie qu'on retrouve à l'intérieur de ça? Parce qu'on a tendance à penser à l'engrais, la potache, ces choses-là, mais y a-t-il d'autres choses que ça là-dedans? C'est quoi ce qu'on trouve? Il y a beaucoup de la technologie qui permet d'augmenter l'efficacité des productions agricoles, qu'on parle de production intérieure, production en serre ou production à l'extérieur. Si on parle d'engrais, par exemple, la situation qu'on voit actuellement en Ukraine a exacerbé la demande de transition également en agriculture durable. Je vous donne un exemple. Entre la Russie et l'Ukraine, à elles seules, produisent 40% des fertilisants sur la planète Terre aujourd'hui. 40%. Donc, dans le contexte où on a accès à moins de fertilisants à cause des restrictions économiques, des sanctions qui sont en place aujourd'hui, il faut trouver des alternatives. Et puis, encore une fois, si on a accès à ces compagnies de fertilisants-là qui ont un comportement responsable, environnementalement parlant, c'est un autre exemple de source de rendement potentiel qui est quand même assez prometteuse. Assez intéressante. C'est très intéressant. Je pense qu'on a fait un tour quand même très complet. J'espère que ça a aidé les gens à mieux comprendre le Fonds global environnemental de Greenship. On invite les gens justement à prendre plus d'informations là-dessus. Puis, écoute, on va dire, communiquer avec nous parce qu'on connaît bien. Les gens de GFM, est-ce que tu savais, François, qu'en 2018, c'est ça, en fin 2019, en août 2019, on est devenu le premier cabinet au Québec où tous les conseillers étaient des spécialistes de l'investissement responsable et certifiés par ARIA Canada. Alors, on a fait cette chose-là. Alors, cette certification-là qu'on a connue, alors tous nos conseillers sont certifiés et nous, on y croit beaucoup au niveau de l'aspect environnemental, ESG. On veut y contribuer. Puis, une façon à nous de faire, c'est que nos clients puissent investir dans ce genre de fonds-là, qui est également porteur d'avenir. Pas juste dire j'ai des bonnes valeurs, mais aussi également porteur d'avenir qui va aider leur portefeuille de placement également. Bravo pour la certification. On va en passer. Merci. Merci, c'est intéressant. Sur ce, François, j'apprécie énormément que tu t'es déplacé, tu as pris le temps justement de faire ce premier revue économique de GFM. C'est excessivement apprécié. Tu es un partenaire chevronné. On aime beaucoup ta présence et de ton aide et tu es de très bons conseils. On va inviter les gens, j'inviterai les gens à partager ou faire part de vos commentaires suite à ça, mais surtout si vous avez trouvé ça intéressant, partagez-le à vos amis, à vos connaissances, que les gens, ça peut les aider à mieux comprendre l'économie, ce qui se passe actuellement, aussi parler puis de mieux connaître le fonds de Greenship environnemental et également la compagnie McKinsey. Puis je vous donne du point. GFM Groupe Financier, on est là à votre service depuis 26 ans. On est une belle équipe en Abitibi-Témiscamingue. Puis bonjour, à la prochaine.